Bienvenue dans Pause Sexo, le podcast qui parle de sexualité en toute liberté. Salut Céline. Salut Pascal. Tu es médecin, psychiatre, sexologue. Tu es aussi l'auteur de 2 livres sur le sujet, la sexualité masculine et féminine dans tous ses ébats, édités chez Fayard. Quant à moi, je suis à l'origine de plusieurs podcasts qui questionnent les relations, l'amour et la sexualité. Dans ce 5e épisode, on continue de parler de désir et on va particulièrement se pencher sur le désir dans un couple qui dure. Dans le couple qui dure, comment ça marche? Parce qu'on sait tous que le désir, dans les premiers temps du couple, ce que l'on appelle l'état amoureux, qui, selon les sociologues ou selon les psychologues, va durer de quelques mois à 3 ans, le désir est à fleur de peau. On n'a pas besoin de le travailler. Il vient comme ça. Il est tout le temps et toujours spontané. On se nourrit. Quand c'est une nouvelle aventure? Quasiment tout le temps. Surtout, quand c'est dans l'état amoureux. Parce qu'on peut commencer une relation qui ne soit pas dans un état amoureux. Par exemple, quand on commence une relation avec quelqu'un dont on était ami auparavant. On n'est pas dans l'état amoureux dans ces moments-là. On est dans quel état? On est dans une amitié qui se transforme en état d'amour. Avec du désir, mais il n'y a pas le même bain de neurotransmetteurs. Enfin, il n'y a pas le même état chimique. D'accord, parce qu'en fait, quand on passe de l'amitié à l'amour, ces neurotransmetteurs, ils sont déjà habitués à la personne. Il n'y a pas. Oui, il n'y a pas le coup de foudre, il n'y a pas la nouveauté. Oui. D'accord. Alors après, pourquoi ça se fait pas dans ces cas-là et pourquoi ça se fait dans d'autres, ça? Est-ce que c'est connu? Je ne sais pas. D'accord. Donc, on va parler du désir dans le couple qui dure. Comment ça fonctionne? Ça marche. Comment le faire? Comment on peut le faire durer ou revenir ou advenir? Donc, comment ça marche, le désir dans le couple qui dure? Déjà, globalement, ça marche pas très bien. De base, le principe. Voilà. De base, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que, en tout cas, les études montrent que il y a une baisse de désir. Plus on avance dans le temps d'un couple, plus le désir baisse. Notamment. On est d'accord qu'on parle du désir pour son partenaire. Oui, tout à fait. Pas le désir de manière globale, finalement. Pas le désir, alors de quoi? Pas le désir de manière globale, pas le désir en dehors du désir sexuel, ou est-ce que... Ce désir sexuel, c'est vrai que c'est distingué. Oui. Il y a le désir et le désir sexuel. Oui, tout à fait. Parce qu'évidemment qu'on ne peut pas dire que le désir baisse globalement. On peut avoir du désir pour travailler et faire sa carrière. On peut avoir du désir pour faire une famille, élever ses enfants, pour faire tout un tas d'activités en dehors de sa famille, etc. Mais on peut aussi, du coup, avoir moins de désir sexuel ou alors avoir un désir sexuel ailleurs, pour d'autres partenaires, en dehors du couple. Ça, c'est ce qu'on voit aussi fréquemment. Donc ça arrive. D'ailleurs, le fait d'avoir des partenaires en dehors du couple, ça peut permettre aussi de remettre du désir dans le couple qui dure. C'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif pour un couple, l'infidélité. Bon. Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément négatif. Ça peut très bien remettre du désir. Alors c'est plus souvent le fait des hommes que des femmes, parce que les femmes, comme je le disais dans l'épisode précédent, elles vont avoir plus de sentiments de culpabilité. Et donc ce sentiment de culpabilité qu'elles ont quand elles trompent, ou quand elles ont un partenaire en dehors de leur couple principal, moi je préfère dire comme ça, parce que dans le fait de tromper, on peut envisager qu'il y a un jugement moral derrière. Donc quand on a un partenaire en dehors de son couple principal, les femmes ont plus tendance à se culpabiliser que les hommes, et donc on va plus avoir tendance à ne pas profiter finalement de cette reprise du désir dans leur corps pour en faire profiter le partenaire avec lequel elles vivent. Mais aussi parce que le désir chez la femme a une dimension qui est plus émotionnelle que chez l'homme, où la dimension est plus pulsionnelle, et donc chez la femme, le désir sera beaucoup plus accompagné de sentiments pour le partenaire en dehors du couple que chez l'homme. Donc plus souvent l'homme va avoir une partenaire qu'il n'aime pas ou pour laquelle il n'a pas de sentiment d'attachement ou de sentiment amoureux, et donc l'immense majorité des hommes
qui ont une partenaire secondaire continuent d'aimer profondément leur partenaire principal, leur compagne de vie, et n'ont aucune envie de se séparer, notamment. Alors que chez les femmes, c'est pas tout à fait la même chose. Chez les femmes, quand elles commencent à tomber amoureuses ailleurs, souvent, ça va avec une séparation d'avec leur partenaire principal. D'accord. Tout ça pour reparler, donc, de reprendre la question du coup de désir dans le couple qui dure. Donc, effectivement, ce désir est, comme on l'avait vu, soumis à de nombreux facteurs, et je pense que le facteur qui prime dans le couple qui dure, c'est le manque de temps et surtout le manque d'investissement pour son couple amoureux. C'est-à-dire que je dis souvent à mes patients qui viennent me voir donc parce qu'ils ont plus de désir dans leur couple et qu'ils vous aimeraient le retrouver parce qu'ils aiment profondément leur partenaire, qu'ils n'ont pas envie de s'en séparer, mais qu'ils n'ont pas envie non plus de passer à côté d'une vie sexuelle épanouie. Bon, ça, c'est aussi beaucoup la pression de la société, mais bon, ça, donc je vois leur demande et je leur dis, mais si vous consacriez allez, une demi-heure par jour, dans le meilleur des cas, parce que c'est le meilleur des cas, une demi-heure par jour à votre travail. Est-ce que vous viendrez, est-ce que vous seriez surpris d'avoir des problèmes à votre travail ? Non. Alors, comment on peut effectivement être surpris d'avoir des problèmes dans son couple quand le couple vient après tout le reste ? Quand le couple amoureux est réduit à peau de chagrin. C'est-à-dire qu'on y consacre, grosso modo, allez, soyons généreux, 10 minutes le soir, quand on a tout fait, quand on a... Et alors, en plus, maintenant, il y a les téléphones. On est chacun scotché à nos écrans. Il y en a un qui regarde un film, l'autre qui est sur son ordinateur, il y en a un qui est avec les enfants, l'autre qui regarde son téléphone. On n'a plus de temps ensemble, on n'a plus de temps de partage, d'intimité, tous les deux. Et je leur dis souvent, mais rappelez-vous au début, quand vous vous êtes rencontrés, quand vous étiez dans cet état amoureux, est-ce que vous auriez passé une soirée comme ça ? Est-ce que vous auriez passé une soirée où vous étiez chacun sur votre téléphone ? Non, ça aurait été inenvisageable. Donc, remettre le couple amoureux au centre de sa vie, c'est indispensable pour qu'il y ait une reprise du désir. On ne peut pas imaginer que le désir revienne comme ça, sans y accorder à la fois du temps et du travail. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule façon d'y arriver, mais c'est fondamental. Comment on fait pour remettre le couple au centre ? Parce que là, ce que tu dis, c'est du temps de couple pur, c'est-à-dire une fois qu'on a fini tout. Ou alors, il faut penser que le couple, c'est sa priorité. C'est pas finir tout, c'est d'abord mon tout couple, et ensuite, je prends le temps de... Alors, évidemment, pas pour les enfants. Quand on a des enfants, c'est plus compliqué. Mais par exemple, les enfants, normalement, à 20h, 20h30... Bon, généralement, habituellement, même si on sait tous qu'il y a des difficultés, parfois ils ont du mal à trouver le sommeil, il y a des phases où c'est plus compliqué que d'autres, etc. Mais globalement, à 20h30, ils peuvent être couchés. Donc on peut se dire que une fois ou deux par semaine, on fait des rendez-vous de couple amoureux. Ça peut être à la maison, ça peut être... Alors, les thérapeutes de couple recommandent à l'initiative de l'un et de l'autre, toujours, pour remettre une égalité dans la charge mentale, évidemment. C'est-à-dire, c'est pas toujours la femme qui va prévoir, ou toujours l'homme qui va prévoir. Mais, donc, à l'initiative de l'un ou de l'autre, on fait des rendez-vous amoureux. Donc, on se prépare, on se reprépare, c'est-à-dire qu'on s'habille. Genre, on se met pas en jogging dès qu'on rentre du boulot. On va se préparer comme quand, au début, on voulait le séduire, ou on voulait être séduisant. On s'habille, on prépare un bon repas, ou alors on va au resto, si on peut, si on a les moyens de payer une babysitter, ou si on a les parents, les grands-parents prêts. L'idée, c'est de se remettre dans l'étape de la séduction, de la conquête, si je peux utiliser ce mot. De la conquête, de la séduction, et de tout n'est pas acquis. Genre, tout n'est pas acquis, l'autre n'est pas un objet que je possède, c'est quelque chose, c'est un sujet avec qui je suis en relation, et j'ai envie de lui plaire, j'ai envie qu'il me plaise, j'ai envie de le séduire, j'ai envie d'être séduit, j'ai envie de partager des moments de complicité, de partage intellectuel, de partage de choses que j'aime. J'ai envie que cette personne me connaisse mieux ce que je ressens, connaisse mieux ce que
je pense, et ça demande de la communication, ça demande de communiquer, que ce soit au niveau de ce que je ressens de manière intime sur la vie en général, mais aussi ce que je ressens dans ma sexualité. C'est-à-dire que pour remettre du désir, il faut aussi avoir du plaisir. Et comme on a vu, il y a beaucoup de couples qui durent dans lesquels souvent la femme n'a jamais osé dire à son partenaire qu'elle n'avait pas de plaisir ou qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme. Comme il y a des hommes qui arrivent au bout de 15 ans de couple en disant « j'ai une éjaculation prématurée, je n'ai jamais osé en parler avec ma compagne ». Et puis à l'occasion d'un événement particulier, notamment souvent une tromperie, entre guillemets, la femme qui est allée voir ailleurs, qui a pu avoir d'autres partenaires, elle ose enfin en parler à son mari en lui disant « écoute, mais là il y a un problème, voilà, je veux que tu ailles consulter, c'est pas normal, ça va pas, je n'ai pas de plaisir, c'est trop court ». Et donc à ce moment-là, ils viennent consulter. Donc on voit des cas comme ça, souvent. Remettre du plaisir au centre de son couple, et ça demande de la communication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir, et l'autre ne peut pas savoir ce qui me fait plaisir si je ne le lui dis pas. Personne n'est dans ma tête. Donc, si je ne dis pas que je ressens du plaisir quand tu me caresses telle zone ou telle zone, si tu ne vas pas à la recherche, à l'exploration de mon corps, en me caressant, en me touchant, telle ou telle zone, je ne saurais pas si je ressens du plaisir ou pas. Parce que c'est quand je me caresse moi-même, par exemple, quand on se caresse soi-même, c'est un peu comme quand on se fait des chatouilles soi-même. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas la même chose. D'ailleurs, on ne peut pas se faire des chatouilles soi-même. On ne ressent pas la même chose. Donc c'est forcément, on doit passer par l'autre. Et l'autre, la relation à l'autre, c'est ça qui est formidable dans la relation à l'autre. C'est que la relation à l'autre me permet de me connaître mieux. Et ça, c'est pour tout. C'est grâce à la relation à l'autre que je commence à me connaître, que j'arrive à me connaître. C'est à mon avis aussi la raison pour laquelle on a tant besoin des autres. Genre, à la fois, les autres, ça nous fait chier, à la fois, on en a marre, à la fois, parfois, on aimerait tellement être seul, mais à la fois, on a tellement besoin et envie d'être avec les autres. Donc tout ça, ça se rejoue dans le couple, et de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus émotionnellement forte, parce que plus on a une relation affective forte avec quelqu'un, plus les émotions seront fortes. Donc tout ça, tout se rejoue dans le couple de manière plus forte que dans toutes les autres modalités relationnelles qu'on a dans notre vie. Remettre le couple amoureux au centre, c'est fondamental si on veut conserver une relation épanouie, à la fois sexuelle et à la fois relationnelle, émotionnelle, et la qualité de la communication. Et ça passe par la qualité de la communication, vraiment. De la part des hommes, de la part des femmes. Et on sait, malheureusement, moi je trouve que c'est malheureux, que les hommes ont du mal à parler. Les hommes ont encore du mal à parler de ce qu'ils ressentent. Ils ont du mal à parler de leurs émotions parce qu'ils se coupent beaucoup aussi de leurs émotions. Ils sont loin de leurs ressentis. On le voit. C'est d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils consultent moins. C'est qu'ils ont beaucoup de mal à parler. Beaucoup de mal. Et qu'ils sont très surpris en consultation, par exemple, quand d'un coup, ils se mettent à pleurer. Ah, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé, que je n'avais pas réussi à pleurer. Et là, soudain, il y a un instant de vulnérabilité qui dit leur vérité. C'est vraiment, je trouve ça à la fois très touchant, et ça nous touche tous. Quand quelqu'un se met à pleurer devant nous, on est touché. Donc on ne doit pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité, parce que c'est une façon d'être en contact et d'être intime avec l'autre, d'être en relation. Et la sexualité, c'est une façon de montrer sa vulnérabilité, d'être à nu. On se met à nu dans la sexualité. On se met littéralement à nu, autant émotionnellement que physiquement, voire même plus émotionnellement finalement que physiquement. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a certaines personnes qui ont du mal à lâcher prise. C'est parce que le lâcher prise nécessite l'acceptation de sa vulnérabilité. C'est je m'en remets entièrement à l'autre, à toi, dans une confiance absolue. C'est quand même énorme de vivre ça. Donc tout ça, donc dans le couple qui dure, c'est des choses que l'on peut vivre en sécurité, en confiance, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on est tous attirés par cette question du couple qui dure.
même si c'est compliqué, même si c'est du travail, on recherche tous le couple qui dure. Et pourtant, Dieu sait que c'est compliqué, le couple. Dieu sait qu'on a tous eu, et on aura tous des problèmes de couple. Mais en même temps, on est tous là, en train d'essayer de le chercher et de faire que ça dure. Et voilà, donc ça, c'est toute la question du couple. Donc le désir, la constatation, la gestion du désir dans un couple qui dure, en point numéro 1, on aurait la communication. La communication et le temps passé ensemble. Donc le temps passé ensemble et la communication. Ok, oui, le temps passé ensemble, et quand tu dis temps, c'est vraiment un temps de qualité qui n'est consacré que à ça. Qui n'est consacré que à la relation. D'accord. Donc le temps passé ensemble, la communication. Évidemment, la tendresse, les câlins, les marques d'attention, etc. Je disais dans un des épisodes précédents qu'il y avait des études, au moins une étude, qui a montré que quand l'homme participe de manière égale aux tâches ménagères par rapport à la femme, alors il y a plus de rapports sexuels que dans les autres couples. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que quand la femme a une disponibilité psychique, parce qu'elle a plus de temps, parce que le partenaire va prendre sa part dans la gestion du quotidien, ça va permettre à la femme d'avoir une disponibilité psychique pour son plaisir, pour le plaisir, pour la relation de couple. Quand on travaille, parce que nous les femmes, dans cette libération, on a tout perdu. Clairement, à quel moment on va regagner quelque chose? Parce que donc on est aujourd'hui, donc on travaille autant que les hommes, voire parfois plus. On assume les enfants quasiment seuls. Bon, évidemment, il y a des exceptions et j'en suis heureuse et j'aimerais que ces exceptions puissent être érigées en modèle. Mais dans la globalité, les femmes se paupérisent par les séparations, c'est-à-dire qu'elles deviennent pauvres, beaucoup plus pauvres, elles ont plus de difficultés que les hommes, qui en plus ne prennent pas la charge des enfants. Elles s'occupent des tâches ménagères, de la scolarité des enfants, c'est elles qui vont au conseil de classe, bon, bref. Donc les femmes prennent toute la charge. Et en plus, elles travaillent. Bon, quand on a fini sa journée à 23h sur les rotules, on n'a pas envie de faire l'amour. Clairement, on n'a pas envie de faire l'amour. Et en plus, on est en colère contre l'homme avec lequel on vit, qui ne prête pas sa part. On est dans le ressentiment. Donc le ressentiment n'est pas un aphrodisiaque. Loin de là. Donc le ressentiment, la colère, tout ça, c'est anti-érotique. On n'a pas envie de faire l'amour quand on est en colère et qu'on en veut à l'autre de nous laisser gérer tout toute seule. Bon, il faudrait que les hommes le comprennent, acceptent, et puis prennent leur part sans qu'on ait à leur demander. Parce que ce ne sont pas nos assistants. L'homme n'est pas un assistant de la femme. C'est dégradant de penser que l'homme est un assistant de la femme. Non, c'est deux personnes qui vivent en communauté et qui prennent part à part égale à la vie de la communauté en fonction de ce qu'ils aiment, moins, etc. Et le mieux, c'est de se poser, de se mettre devant une table, de faire la liste de toutes les tâches quotidiennes, mensuelles, hebdomadaires, annuelles, de lister vraiment toutes les tâches à faire et de se répartir équitablement en fonction de ce qu'on aime faire. Si on aime plus l'administratif, on fait l'administratif. Si on aime plus la vaisselle, on fait la vaisselle. Si on aime plus le repassage, on fait le repassage. Si on a la chance d'avoir une femme de ménage, on prend une femme de ménage. Ben voilà. Tout ça. Donc ça, c'est important. Et les thérapeutes de couple le recommandent, ça. Ils recommandent aussi, donc, tous ces rendez-vous amoureux. Au moins 1 ou 2 fois par semaine, vraiment d'avoir des temps pour le couple. Après, est-ce que c'est possible ? Tout ça, c'est des mots. Hein. Dans la réalité, on sait bien qu'il y a des événements qui vont faire que le travail est toujours à remettre en route. Oui, c'est-à-dire qu'on peut pas. Il n'y a pas de routine dans tout ça. Il faut toujours. C'est jamais acquis. Travailler sur le métier et toujours. Oui, c'est jamais acquis, jamais. Parce qu'il y a toujours des événements dans la vie. Un enfant qui tombe malade, un accident de la vie, un décès dans la famille, tout ça qui vont faire que on va se sentir moins bien, on va avoir plus besoin de temps pour soi, on va avoir plus besoin de l'autre. Voilà, tout ça font que le désir dans un couple qui dure
n'est jamais un long fleuve tranquille. C'est quelque chose qu'on va devoir toujours travailler, sans jamais perdre de vue le couple et l'autre qui vit avec nous. Okay. Jamais le perdre de vue. Ouais. Après, il y a toute la question de, effectivement, là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le couple ? Comment faire couple ? Comment réinventer le couple ? Ou inventer de nouveaux types de couples. Est-ce qu'on doit forcément être des couples cohabitants, par exemple ? Il y a de plus en plus de gens qui se posent la question. Est-ce que j'ai vraiment envie d'habiter avec quelqu'un ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'habiter avec mon amoureux ? Oui, surtout comme ce qu'on disait quelques épisodes plus tôt, où il y avait cette espèce d'absence et de manque qui pouvait générer du désir. Tout à fait. Mais là, être cohabitant, ça va dans ce sens-là. Exactement, mais là, on a une pression sociale. La pression sociale qui est de la société nous dit que pour faire couple, il faut habiter ensemble, il faut parfois même se marier, même si le mariage n'est plus une pression sociale comme elle l'a été avant. Il faut acheter un appartement ensemble, enfin en tout cas s'engager dans un achat ensemble. Et tout ça, c'est des pressions dont on n'a parfois même pas conscience. Donc c'est comment réfléchir déjà à ce que moi je veux vraiment. En dehors, si je n'avais pas toute cette pression sociale, ce serait quoi mon désir à moi ? Qu'est-ce que je voudrais vraiment ? Voilà, toutes ces questions, ça se pose. On se les pose. On se les pose à soi, on les pose à l'autre, on se les pose à deux. Et on y répond à deux aussi. C'est ça, il ne faut pas chercher tout seul des réponses qu'il faut qu'on trouve à deux. Bah oui, parce que c'est à deux que ça se joue, forcément, dans le couple. En tout cas, si on veut faire couple. Et comment on aborde ces sujets avec son partenaire ? Simplement. Mais il y en a pour qui, je pense que il y en a pour qui la communication est difficile, donc simplement, c'est quoi une manière simple de le faire ? Oui, il y a beaucoup de couples dans lesquels la communication est difficile, ça c'est sûr. Et surtout quand, j'imagine, on se rapproche de ces sujets-là qui mettent en jeu beaucoup de choses par rapport à l'intime, par rapport à l'ego, par rapport à tout ça. Comment on aborde ces sujets ? Par exemple, moi, ce que je peux conseiller en consultation, parce que effectivement, je vois des gens en consultation qui arrivent, qui sont mal, qui sont dans un mal-être, souvent parce qu'il y a une relation de couple qui n'est pas satisfaisante. Ils n'y trouvent pas leur place, ils n'y trouvent pas leur désir, ils n'y trouvent pas leur satisfaction. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Et pourtant, ils aiment leur partenaire. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas envie de se séparer. Donc, comment on fait dans ces cas-là ? Alors moi, ce que je conseille, c'est soit effectivement d'aller parler à un tiers pour remettre de la parole dans le couple, si vraiment c'est trop compliqué. Donc les thérapies de couple, ça peut être un bon moyen de réinstaller ou de réenclencher une parole. Et ça marche assez bien. Peut y avoir aussi l'écrit. Ce que je peux conseiller, c'est beaucoup les écrits. C'est-à-dire que quand on écrit, on a déjà ce temps de la réflexion. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir aux mots que l'on emploie, on peut réfléchir à ce que l'on a envie de dire, on peut réfléchir à la manière dont ça va être perçu, donc ça va être reçu, on peut prendre du recul, donc on peut écrire, et ensuite, le fait que ce soit écrit et ensuite lu, ça permet aussi à l'autre de ne pas réagir à chaud, donc de ne pas être dans la réaction. Et donc, de pouvoir avoir peut-être un premier type de réaction, qui peut être par exemple la colère, la tristesse, etc. Et ensuite, à la suite de cette réaction, d'avoir une réflexion. Et donc ensuite de partager une réflexion. Parce que dans les problématiques de couple, notamment quand il y a de la violence, c'est parce que c'est un problème de réaction. C'est-à-dire qu'il y a une réaction à chaud à un comportement qui me déplaît, qui crée chez moi de la colère, qui éventuellement peut créer chez moi de l'agressivité, voire de la violence. Donc c'est un problème de réaction. Ça veut dire quand la réflexion n'arrive plus, quand la réflexion et la raison n'arrivent plus à canaliser et à métaboliser la réaction. Donc l'écriture, ça permet quand même de prendre de la distance par rapport à ça. Et c'est un des moyens qu'on peut conseiller pour remettre de la communication. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres clés sur le désir dans le couple qui dure ?
Il y en aurait beaucoup à dire, parce qu'on a, pour peut-être finir, et peut-être remettre de l'espoir à des couples, redonner espoir à des couples qui sont en manque de désir, c'est qu'on a des protocoles en sexologie, en sexothérapie, pour traiter cette question du désir dans les couples qui durent, et notamment le décalage du désir. Parce que ce que l'on voit beaucoup voir dans les couples qui durent aussi, c'est outre le manque de désir, mais qui peut toucher les deux personnes, c'est le problème du décalage de désir. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans une demande excessive et l'autre qui, en réaction, va être dans un évitement du désir. Donc on le voit beaucoup, par exemple, chez les hommes qui ont beaucoup de demandes, et chez les hommes, la sexualité a un côté plus pulsionnel que chez les femmes. Donc clairement, une femme qui est face à un homme qui a une sexualité pulsionnelle va se mettre en retrait parce que elle demande une sexualité qui est beaucoup plus émotionnelle, donc elle va demander plus de la tendresse, etc. Donc ça va encore creuser le décalage. Donc on a des protocoles, et notamment un protocole qui a été, j'en parlais rapidement dans un autre podcast, qui a été inventé mis au point par Master & Johnson, qui est un couple de scientifiques, gynécologues et psychothérapeutes américains dans les années 60, qui ont beaucoup travaillé sur la sexualité, qui s'appelle le Sensate Focus. Et donc, qui est un protocole qui se base sur la thérapie du toucher, sur la façon de se remettre du toucher et des caresses au centre de la sexualité, avant même la sexualité pénétrative. Donc c'est un protocole en 4 étapes, avec la première étape qui, à mon sens, pour l'avoir suivi à plusieurs reprises sur des couples, la première étape est la plus fondamentale, et c'est une étape où il n'y a justement aucun toucher des zones sexuelles. On part du problème de manque de désir et on enlève la sexualité de l'équation. Parce qu'en réalité, quand il y a un manque de désir, c'est jamais un manque de désir sexuel qui se passe. C'est un problème d'intimité. C'est-à-dire vraiment, c'est pas la question de la sexualité qui se joue dans le couple qui dure, en réalité, quand il y a un manque de désir. C'est vraiment la question de la demande affective. C'est que je me sens pas aimé, je me sens pas reconnu, je me sens pas objet d'attention, et je te le fais payer, soit en évitant la sexualité. Et les hommes, eux, leur demande de tendresse ou d'affection va passer par une demande sexuelle. C'est au lieu de dire à leur partenaire, je vais avoir j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de câlin, comme ils n'arrivent pas à nommer ça, ils vont passer par la demande sexuelle. D'accord. Bon, là, je parle des couples hétérosexuels. Évidemment, c'est beaucoup des couples hétérosexuels que je reçois en consultation. Dans l'homosexualité, dans les relations homosexuelles féminines notamment, c'est des choses que l'on voit moins. Et clairement, les couples homosexuels féminins consultent moins, consultent moins. Et en revanche, on le voit beaucoup plus chez les couples hétérosexuels masculins, où on a une sexualité pulsionnelle qui est très importante, et du coup dans les couples qui durent ça peut poser problème, parce que là pour le coup les homosexuels sont beaucoup plus libres et libérés en termes de je vis ma sexualité ailleurs, et ça peut poser problème dans les couples qui durent. Voilà, le Sensate Focus. En fait, vous pouvez les voir sur Internet, les protocoles. C'est mieux d'être accompagné par un sexologue pour ce type de protocole, mais on peut aussi le faire chez soi, et avec les protocoles écrits. D'accord. Ça s'appelle le Sensate Focus. Sensate Focus. Très bien. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous qui nous avez écoutés pour ce nouvel épisode qui est fabriqué, je le rappelle, de manière indépendante sur notre temps libre. Donc n'hésitez pas à nous partager, à laisser un petit like, un petit commentaire, quelle que soit l'appli sur laquelle vous écoutez. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur les travaux de Céline, vous pouvez vous procurer ses livres La sexualité masculine dans tous ses ébats et la sexualité féminine dans tous ses ébats, disponibles aux éditions Fayard. On vous mettra un lien dans la description. Et quant à moi, vous pouvez venir me voir en spectacle avec grand plaisir. Pareil, je vous mettrai un lien dans la description. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on abordait après le désir? La prochaine fois, on passe dans l'anatomie. Clitoris. Clitoris. Allez, on va passer au clitoris la semaine prochaine, dans 15 jours. Dans 15 jours. Ciao.